Insectes, plantes et produits sauvages au menu. Ça vous dit? Se rapprocher de la nature est essentiel pour mieux habiter notre planète. Mais comment le faire au quotidien? Espace pour la vie propose les rencontres humain-nature, des moments d'échange et de réflexion pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Dans cet épisode, nous parlerons d'alternatives alimentaires. Comment pouvons-nous bonifier notre diète avec l'ajout d'insectes, de plantes sauvages et de produits issus de la nature? Sommes-nous prêts à faire le saut? Alors, dans la machine distributrice, on a des choses qui sont super populaires. Les petits pots qui sont là, ce sont des grillons, on a des sauterelles, tout ça, c'est aromatisé. Ici, on a des grillons à la taille. Il y a des barres énergétiques, c'est super populaire chez les sportifs. C'est d'ailleurs comme ça que c'est un peu parti au Québec. L'intérêt de trouver des barres énergétiques qui nourrissent rapidement pour supporter la performance sportive. On a des craquelins juste ici, il y a des biscuits, il y a de la farine. Donc, il y a un grand choix, des sucettes, bien entendu, au ténébrion. Je m'appelle Sonia Charret, je suis responsable de l'éducation à l'Insectarium de Montréal. L'idée de faire goûter des insectes, c'est venu d'un visiteur, en fait, d'un citoyen, qui nous a envoyé une question ici à l'Insectarium qui voulait savoir est-ce que c'est vrai que ça se mange des insectes? Puis bien honnêtement, ici, l'Insectarium venait à peine d'ouvrir, ça faisait quelques années, 2-3 ans, même pas. Et on n'avait pas une très grande connaissance de la chose. Alors, la question nous a intéressés et des collègues à moi qui étaient là à cette époque-là aussi ont fait des recherches pour découvrir qu'effectivement, le fait de manger des insectes, nous, on ne connaissait pas ça du tout, mais ça se fait à travers le monde. Et ça a donné l'idée au département ici d'éducation de faire un événement qui est devenu un événement phare et vraiment important pour l'Insectarium qui s'appelait Croque-Insectes. Et la première édition est en 1993. Les gens étaient un peu sous le choc que nous les invitions à venir goûter à des insectes. J'étais de la première édition, j'étais là. Je me souviens vraiment d'avoir vu comment les gens entraient de reculons. Finalement, ils venaient voir, c'était une curiosité. Ils venaient se donner des frissons. La plupart disaient qu'ils ne goûteraient pas, qu'ils venaient simplement voir. Mais on avait mis en place quand même des méthodes pour les convaincre. C'est-à-dire qu'on faisait équipe avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, donc des grands chefs qui ont bien su préparer les insectes, les rendre très appétissants à nos goûts, à nous. Et aussi, on avait l'équipe d'éducation qui était là pour donner l'information parce que on avait encore à cette époque-là l'idée que de manger des insectes, c'était un peu fort boyard, c'était un peu un fear factor, c'était se mettre au défi, faire quelque chose d'insensé. Mais c'était pas du tout vers ça qu'on voulait aller. Nous, on voulait démontrer que ça faisait plein de sens. Les insectes sont consommés à peu près partout à travers le monde, sauf en Amérique du Nord, excluant le Mexique, donc Canada, États-Unis, et en Europe. C'est les 2 endroits dans le monde où on ne consomme à peu près plus d'insectes. Bien sûr, en Amérique du Nord, on a été colonisé par les Européens, donc on a pris ces habitudes alimentaires-là. Mais avant leur arrivée, peut-être pas au Canada, étant un pays assez froid, il y avait quelques exemples, mais très peu. Aux États-Unis, par contre, oui, les Premières Nations se nourrissaient d'insectes. Dans le reste du monde, on a continué à s'en nourrir depuis la nuit des temps, hein, ça n'a jamais arrêté. Et les gens vont aller les cueillir en général dans la nature. Ça se faisait comme ça au départ. Les insectes qui sont beaucoup plus nombreux dans les zones tropicales, hein, les insectes sont plus grands, ils sont plus nombreux. Et il y a la capacité aussi de pouvoir prévoir le moment où, par exemple, les termites vont s'envoler pour les vols nuptiaux. Donc, il y a plein de termites en même temps, ou l'arrivée des criquets migrateurs. Donc, ça permettait de ramasser des grandes quantités et ça facilitait le fait de conserver les insectes dans notre alimentation en tant qu'humains. Nous, Nord-Américains, on a l'impression qu'on faut vraiment être mal pris pour manger des insectes. C'est parce qu'il y avait faim, les pauvres. Mais c'est pas du tout ça qui est la situation. Il y a des insectes qui se vendent extrêmement cher. Je pense à un exemple qui est très connu, qui sont les chenilles de Mopane en Afrique, dans la zone du Sud,
pas seulement qu'en Afrique du Sud, mais dans le sud de l'Afrique. Quand elles arrivent sur le marché, c'est cueilli par un million là, d'individus, ben, il n'y a plus d'autres viandes qui se vendent parce que c'est vraiment ça qu'on veut manger, c'est ce qu'on préfère et c'est extrêmement nourrissant aussi. C'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence le rapport de la FAO en 2014, qui est un rapport très, très exhaustif et qui avait ciblé la consommation d'insectes comme une des solutions à la sécurité alimentaire à travers le monde et une solution qui serait durable aussi parce que les insectes étant extrêmement nutritifs, demande moins à la planète aussi pour être élevée. On peut faire du prélèvement dans la nature selon certaines conditions aussi. C'est extrêmement nourrissant à plein d'égards. On connaît bien sûr la forte quantité de protéines. En général, il y a un pourcentage de protéines très élevé, plus élevé que dans n'importe quelle autre viande chez les insectes. Mais il y a aussi des gras qui sont des fois un peu rares à trouver, qui sont essentiels à la santé. Le poids écologique, c'est aussi quelque chose qui est important à considérer. Et on sait que les élevages sur la planète, c'est vraiment un poids écologique très, très important. Surtout le bœuf, qui est vraiment de loin le pire. Les élevages d'insectes sont plus écologiques en ce sens qu'ils dégagent beaucoup moins de gaz à effet de serre. Il y a énormément moins d'eau qui est nécessaire pour faire ces élevages-là. Ici, on parle d'espace. Imaginez un champ dans lequel il y a les bœufs, imaginez un petit bac dans lequel il y a des centaines de grillons. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins d'espace. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que, en fait, les insectes, c'est des pros de la transformation de leur alimentation en protéines animales. Et cette conversion-là est importante parce que plus le taux de conversion est élevé, moins ça prend de nourriture pour avoir les protéines dont nous avons besoin. Par exemple, pour nourrir un poulet, on va avoir, pour obtenir 1 kilo en poids sec de viande, on va avoir besoin de 2,5 kilos d'alimentation pour nourrir le poulet. Pour le porc, c'est 5 kilos pour 1 kilo. Pour le bœuf, c'est 10 kilos pour 1 kilo de protéines de viande. Alors que pour les grillons, c'est 1,7 kg de nourriture pour fournir 1 kilo de protéines animales. Donc, le taux de conversion est vraiment excellent. Et si on considère que dans un bœuf, il y a à peu près 40 de l'animal qui est comestible et digeste, chez les insectes, c'est 80 Puis ça, c'est une moyenne, il y en a que c'est 100 qu'on peut manger. Donc, c'est vraiment un cadeau précieux qu'on a. En fait, ça pourrait vraiment aider à nourrir cette planète puis nous permettre de continuer, nous les humains, encore longtemps. La population augmentant, ben, il y a des élevages aussi qui se sont implantés un peu partout à travers le monde. Il y a des élevages beaucoup en Thaïlande, entre autres. Ils font beaucoup d'exportations. Ici, chez nous, c'est encore en train d'émerger. Mais il y a des courageux qui se lancent dans l'industrie. Il y a une compagnie qui est en Ontario présentement qui a pratiquement tout le marché parce qu'elle a réussi à faire des élevages assez massifs de grillons, entre autres. Les grillons et les ténébrions sont les deux insectes qui ne sont pas considérés comme des nouveaux aliments au Canada. Donc ça change les règles, parce qu'on s'entend que là, on parle des insectes en tant que nourriture, donc il y a des lois, il y a des règlements, il y a des façons de faire qui sont les mêmes que pour d'autres aliments. Il faut respecter ces normes-là. Et ces deux insectes-là, grillons et ténébrions, ne sont plus considérés comme des aliments nouveaux, donc peuvent être beaucoup plus facilement travaillés, traités, et puis servir d'aliments réguliers. Donc, des compagnies ont fait des élevages, mais c'est difficile parce que le marché n'est pas encore très, très grand. Il est en expansion de façon claire. Il y a beaucoup de petites compagnies qui partent et il faut avoir les reins solides, hein, c'est pas évident. Présentement, il y a un élevage là, qui commence à s'installer au Québec pour faire une production un peu plus de masse, mais il n'y a pas beaucoup d'aide gouvernementale, quelle qu'elle soit, sur le financement et tout. C'est très nouveau. Donc, ça prend des grands courageux, des gens qui y croient. Et ben, c'est les précurseurs de quelque chose qui sera là pendant longtemps, je crois. On le sait que dans la population, il y a
une gamme de réactions face aux insectes en tant que nourriture. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études qui se portent là-dessus présentement à travers le monde. Et nous, l'année dernière, on a eu une belle collaboration avec l'Université de Montréal, avec la chercheure Marie Marquis et son étudiante Camille Bourgault. Ils sont venus étudier les perceptions de notre clientèle par rapport aux insectes. Puis, il y a pas de grande surprise, mais il y a des constats qui sont intéressants à faire. C'est-à-dire que la majorité des gens sont beaucoup plus prêts à manger des insectes lorsqu'on ne les voit pas. Ils ont une réputation souvent d'être sales ou les gens ont peur. La peur, quelquefois, va s'exprimer comme du dégoût. Donc, il y a vraiment culturellement un pas à faire. Dans les pays où on mange les insectes, c'est dans la culture, puis ça n'existe pas, ça, cette réaction-là. C'est vraiment culturel, c'est de l'appris, de l'acquis. Alors, il faut par l'éducation, bien sûr, puis par l'expérience, arriver à faire changer ça si on veut que l'entomophagie devienne une alimentation du futur. Et dans leur étude à ces chercheurs-là, on a découvert que les gens, ils vont adopter un nouvel aliment, surtout si le goût est bon. C'est vraiment facile d'aller chercher ça avec les insectes. Il y a ensuite la valeur nutritive. Si c'est quelque chose qui n'a pas de valeur nutritive, on ne va pas vouloir changer nos habitudes, par exemple. Il faut qu'il y ait une bonne raison au niveau de la santé. Donc ça aussi, les insectes, c'est vraiment pas une problématique, c'est vraiment le cas. Ensuite, il y avait le fait que ce type d'alimentation-là soit plus respectueux de l'environnement. Et puis, on coche encore avec les insectes. Et finalement, il faut que le prix soit intéressant. Ça, c'était les 4 facteurs qui faisaient en sorte que ça faciliterait l'intégration des insectes dans leur alimentation. Ici, à l'Insectarium, on a décidé de remettre à la lumière du jour cette façon de se nourrir. Donc, la nature nous fournit des insectes qui sont très nutritifs. Fait qu'on a refait un croque-insecte et c'était complètement différent. On n'a pas fait un événementiel avec des petites bouchées et tout. On a fait un genre de food truck à l'extérieur avec des repas à déguster, des hamburgers, des tacos, des choses comme ça. Et je voyais les gens aller chercher un burger au grillon, s'asseoir, manger, jaser avec le voisin comme si de rien n'était. On n'avait pas les grands frissons partout. Les menus avaient été composés par notre équipe ici au restaurant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires, comme par exemple Raphaël, qui est un cuisinier ici à Espace pour la vie, dont la moitié de ses origines sont mexicaines. Lui, les insectes, il n'y avait pas de secret. Donc, on a préparé ensemble, lui surtout, mais il y avait la gentillesse de m'inviter à venir goûter aux différents essais de ce qu'il voulait servir à nos visiteurs. Et c'est fascinant de goûter, par exemple, en disant, bon, ce taco-là, on le sert avec tel insecte ou tel insecte. Finalement, je trouve qu'il se glisse mieux dans celui-là. Celui-là, on le voit un peu. Fallait donc trouver une espèce de milieu entre développer des aliments qui soient délicieux, excellents, et puis avoir un choix pour nos visiteurs pour tous les types d'expériences qu'ils étaient prêts à vivre. Dans le fond, pour le VG Burger, on a fait un peu comme un falafel. Dans le fond, c'est un mélange de pois chiches, d'oignons, d'ail, d'épices, etc., qui est tout ébroyé. Puis, on a ajouté une partie de farine de grillon. Donc, après ça, c'était comme frit, tout simplement. Après ça, on pouvait avoir l'option avec du fromage. On avait fait une sauce qui rappelle un peu la sauce à Big Mac. C'était pas... Ouais, non, c'était bien bon, là. Le grillon qu'on mettait en farine, dans le fond. Puis, avec ce grillon-là, on faisait aussi le carré de Rice Krispies. Oui. Qui était, lui, on le gardait entier. Ça, c'était comme une sorte aussi assez... c'est pour les plus... Ouais, c'est un autre degré. Parce que là, l'insecte était entier dans du Rice Krispies puis de la guimauve. Mais ça goûtait pas vraiment le grillon comme... le grillon est quand même assez facile. Comme, c'est je pense, léger, c'est un goût léger. C'est ça, c'est assez léger comme... Il y a encore des gens qui passaient devant puis qui en revenaient juste pas qu'on puisse faire une chose comme ça. Mais on voyait tellement l'évolution de la société à travers la réaction des gens devant les bouchées. C'était vraiment touchant puis c'était plein d'espoir.
Bienvenue à la Maison de l'Arbre. Aujourd'hui, on va vous faire déguster des produits sauvages qui viennent des forêts du Québec. Donc, on a différents sirops et gelés de fruits et d'arbres, en fait, qui poussent autour de chez nous et qu'on veut partager avec vous. Est-ce que ça vous tente de goûter à tout ça? Oui! Évelyne Daigle, je suis coordonnatrice à la Maison de l'Arbre Frédéric Bach, au Jardin botanique, et j'ai travaillé aussi au Jardin des Premières Nations. Ici, c'est les plantes, les arbres et le rapport avec l'humain. Donc, on parle beaucoup, on essaie de rapprocher les humains de la nature, mais ici, c'est par le rapport avec les arbres, les plantes. Une activité qu'on offre ici au public qui s'appelle l'Arbre dans mon assiette. Donc, on fait déguster, parce que c'est par le goût, l'odeur, redécouvrir les saveurs du sapin, du cèdre, l'épinette, de l'asclépiade. Il y a même des marguerites qu'on peut manger, les boutons de marguerite avant qu'elles éclosent. On peut les acheter en marinade et ça remplace des capres. Donc, on fait aussi un arbuste qui s'appelle l'aune crispée, et les chatons, mâles ou femelles de l'aune séchés, broyés. Ça fait comme du poivre qui est délicieux. Donc, on peut assaisonner nos plats avec ça. Donc, on fait découvrir aux visiteurs cette activité-là et de voir leur réaction. C'est fantastique aussi, des gens du Québec ou d'ailleurs. Donc, moi, c'est ce que je fais, l'éducation à la nature, à l'environnement depuis toujours, là, depuis près de 30 ans. Non, moi ici, j'ai de la gelée, mais cette fois-ci, c'est pas un fruit, c'est d'un conifère. Donc, les conifères, j'en ai 2. Il va falloir deviner lequel c'est. Donc, j'ai de la gelée de thuya, donc ce qu'on appelle du cèdre communément, et de la gelée de sapin. C'est mélangé et vous allez devoir deviner en goûtant lequel est lequel. Donc, comment on fait? Ça, c'est super simple. En fait, on prend juste les branches, les rameaux du sapin ou du thuya et on les fait bouillir pour extraire la résine qu'il y a à l'intérieur. Encore là, on mélange avec du sucre, on laisse réduire, on met de la pectine et ça va vous faire une gelée comme ça. Ah, moi, ça goûte Ça, le sapin pour nous. Le sapin, tu penses? Ouais. Toi aussi? Le thuya a un petit goût bizarre. Ça goûte fort. C'est beaucoup prononcé comme goût. Mais moi, j'ai quand même aimé ça, le sapin. Ça goûtait quand même un goût sucré pour être mangeable. C'est très bon. Dans les conifères, on s'entend pas qu'on peut faire de la gelée avec ou des trucs comme ça, là. Puis, juste comme ça, en passant, les conifères, on n'est pas obligé de faire de la gelée avec. Au printemps, au début de l'été, les jeunes pousses qui sont vertes, tendres, les sapins, des épinettes, du mélèze, on peut les manger comme ça. Donc, quand vous le voyez, là, ceux qui sont vraiment vert pâle, là, vous pouvez les manger comme des chips. Ou sinon, vous pouvez les mettre carrément dans vos salades, en saumure dans le vinaigre pour les garder plus longtemps pendant l'hiver. Nous, on redécouvre ça aujourd'hui, mais c'est des connaissances ancestrales. Les Autochtones ont ces connaissances-là depuis toujours, mais même nos mères ou nos grands-mères. Moi, quand je raconte ça à ma mère, elle me dit, ben oui, quand on était petit, c'était une évidence là, de manger ça, d'aller cueillir ça. C'était des traditions que moi, je vais pas nécessairement aller cueillir. Si j'en trouve par hasard, je vais en manger, mais ce sera pas une expédition axée là-dessus. Mais nos parents, nos grands-parents, c'est des connaissances qu'ils avaient naturellement ou depuis toujours. On n'a rien inventé finalement. On fait juste revisiter des connaissances ancestrales, que ce soit pour les valeurs nutritives ou pour le bon goût des plantes ou des fruits, que ce soit pour se guérir même. Le thé du Labrador ou le petit thé des bois, il peut y avoir des mêmes ingrédients que dans certains médicaments que l'on prend. Donc, c'est ça, c'est des connaissances que l'on redécouvre aujourd'hui. Oui, vous avez rejoint Sylvie Paré, agente culturelle au Jardin des Premières Nations. Bonjour Evelyne, je te rappelle ce matin, écoute, excuse-moi pour hier, mais bon, je vais te résumer, mais tu me rappelles s'il y a quelque chose. En fin de compte, la cueillette souvent est associée au cycle lunaire, hein, au cycle, comme on pense au maïs, les semailles commençaient vraiment très tôt à la pleine lune et on ensemençait aussi à la pleine lune, par exemple, pour ce qui est du maïs. Et les fruits, bien évidemment, la fraise est un fruit extrêmement important pour les Iroquoiens parce que la fraise, elle représente par sa couleur souvent
le cœur, l'amour, le cœur des femmes. Et elle se retrouve aussi dans les mythes fondateurs iroquoiens. La femme du ciel, elle tombe dans certaines versions avec des fraises à la main. Donc ces fraises-là étaient dédiées pour soigner, donc avec cette idée de guérison. Évidemment, la cueillette, c'est toute l'année. Bon, souvent en juin, c'est la fraise, mais au mois d'août, c'était les bleuets. Chez les Atikamekw, c'est encore ça. On a des rituels au niveau familial, on s'en va en famille. C'est la même chose pour les graines rouges, les vignes d'Ida avec les Inuits. On se ramasse en famille, on fait des campements, on amène du thé et on cueille toute la journée et on reste sur place peut-être quelques jours pour justement faire une bonne cueillette. Donc, à la fois aliment, à la fois médecine, à la fois symbolique, reproduite sur des objets d'artisanat quotidien. La représentation chez les Autochtones, souvent, n'est jamais que décorative. Elle a aussi une puissance symbolique. Alors, écoute, s'il y a quelque chose, rappelle-moi. Bye. Bonjour Sylvain, c'est Evelyne. Hey, j'ai une grosse faveur à te demander. Tu sais, là, ce que tu me racontais l'autre fois dans mon bureau, là, sur la relation avec les petits fruits, les plantes. Mais avec ma soeur puis ma mère, on allait cueillir des fraises dans le champ. On allait cueillir, on allait manger des fraises. Parce que ma mère était forte sur les fruits, mais elle était forte. Je pense que nos mères, je sais pas pourquoi ça vient plus des femmes, là. Puis je me rappelle que dans le champ de fraises, on n'était pas tout seul parce que ce champ-là est assez fréquenté. Puis on voyait d'autres familles assis à terre. Puis je me rappelle que ma mère amenait autre chose, genre du pain ou des morceaux de bannique, mais du pain normal aussi, avec des choses pour tartiner dessus. Tu sais, on pouvait bouffer dehors, on pouvait manger dehors. Ma mère a toujours dit que c'était comme une fête. Puis après ça, je l'ai entendu de d'autres aînés aussi qu'il y avait une fête des fraises de plusieurs nations, qu'il y avait comme une fête des fraises parce que c'est l'arrivée du premier fruit, puis c'est comme la naissance des fruits, si on veut. Je m'appelle Sylvain, Sylvain Véro, puis je viens de Machteriade, c'est là que j'ai grandi toute ma vie. C'est surtout grandi en forêt, pas beaucoup sur la réserve, là, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, disons. Je fais partie de la nation Innu, et je suis dans le jardin des Premières Nations depuis le mois d'août 2001. Et puis, donc, dès que j'ai la chance de retourner chez moi, ben j'y vais et j'essaie de faire les mêmes choses que je faisais avant, c'est-à-dire s'il y a des bleuets, bien c'est sûr que je vais avec mes amis ou la famille cueillir des bleuets ou simplement manger. Et ça fait partie d'une des activités traditionnelles qu'on pratique encore. Il y a quelque chose aussi de prendre toi-même un fruit ou un élément qui fait partie de la nature, de pouvoir le consommer toi-même directement. Il y a un sentiment d'autonomie aussi, je crois. Aujourd'hui, pourquoi redécouvrir ces plantes-là? C'est une façon de se reconnecter à la nature de façon agréable et savoureuse, mais aussi de se sensibiliser. Il y a des plants qui sont des espèces menacées ou vulnérables. De l'ail des bois, du ginseng à 5 folioles. Le ginseng qui est une plante qui donne énormément d'énergie, mais qui a frôlé l'extinction parce qu'on l'a tellement exporté en Asie il a failli disparaître du Québec. L'ail des bois qui est délicieux, mais un plant, une semence d'ail des bois, ça prend 7 ans avant d'arriver à maturité. Comme beaucoup de plantes des érablières, c'est des plantes d'ombre qui mettent beaucoup de temps à faire leur cycle, plusieurs années même. Donc, il y a ce côté-là aussi de connaître et de bien identifier pour connaître leur statut et les protéger. Vous avez aimé cet échange? N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poursuivre votre réflexion sur notre site espacepourlavie.ca. Espace pour la vie vous remercie d'avoir écouté ce balado Rencontre humain-nature. Conception sonore, Magnéto. Une production d'Espace pour la vie.